Donc, l'asthme reste quand même la première maladie chronique de l'enfant. Elle intéresse 8% des enfants d'âge scolaire et c'est une cause très fréquente de consultation aux urgences pédiatriques. Elle reste la première cause d'hospitalisation chez l'enfant et donc la première cause d'absentéisme scolaire. 40% asthmatique normal, donc ce qui altère la qualité de vie. Elle reste une maladie, malgré qu'elle est très fréquente, elle reste une maladie très sous-diagnostiquée. Et donc, un diagnostic tardif au stade des complications est souvent le cas. Donc, voilà un petit, pour juste vous montrer l'ampleur de la problématique de la maladie asthmatique, c'est qu'un enfant est scolarisé sur 10, et un enfant scolarisé sur 10 est asthmatique, donc soit 2 à 3, en moyenne de 2 à 3, on aura toujours 2 à 3 enfants asthmatiques par classe. À peu près 6% des enfants asthmatiques ont un asthme qui est parfaitement contrôlé, hein, si les parents s'y mettent et si une prise en charge est bien faite, ça veut dire que c'est une maladie qu'on arrive à gérer. Seulement, il faut rapidement la diagnostiquer, rapidement la prendre en charge et après, on a des résultats parfaits. 30% quand même vont souffrir de retard scolaire de 1 an à 3 ans. Hein, par rapport à l'absentéisme scolaire, 80% ont une limitation des activités physiques parce que c'est une maladie obstructive avec gêne respiratoire et donc il altère, il limite l'activité physique. Donc voilà un petit peu, c'était un petit peu pour vous montrer l'importance de maîtriser un petit peu cette question qu'est l'asthme de l'enfant. Gina en 2018, donc c'est la société savante en fait qui s'occupe essentiellement de l'asthme. Donc elle a défini l'asthme comme une maladie hétérogène habituellement caractérisée par une inflammation chronique des voies aériennes. Elle est définie par la survenue des symptômes respiratoires tels que respiration sifflante, essoufflement, oppression thoracique et tout. Et ces symptômes sont variables dans le temps et en intensité, hein, et qui s'accompagnent d'une diminution variable des débits aériens. Et cette dernière item, elle est évaluée à l'exploration fonctionnelle respiratoire. Alors, chez l'enfant, il a une particularité, il a sa particularité par rapport à cette pathologie. Donc, déjà à la définition, l'asthme de l'enfant, c'est un syndrome qui est fait d'au moins 3 accès, hein, 3 épisodes de dyspnée expiratoire sifflante qui sont réversibles spontanément, hein, ou sous l'effet du traitement et ou bien l'éviction des facteurs déclenchants. Donc, il a également une définition fonctionnelle. L'asthme, de façon générale, c'est un trouble obstructif expiratoire variable en rapport avec un rétrécissement diffus des branches de petit et de moyen calibre. Donc, la maladie, excusez-moi, donc il faut distinguer la maladie asthmatique, hein, parce que dans la prise en charge de l'asthme, par la suite, on va voir que ce soit sur le plan diagnostique ou sur le plan thérapeutique, est présente 2 volets, la maladie asthmatique et les crises d'asthme. Donc d'abord, il faut savoir ce qu'on entend par maladie asthmatique. En fait, la maladie asthmatique, c'est l'inflammation, hein, c'est l'inflammation, l'hyperréactivité bronchique permanente. Donc c'est une inflammation et une hyperréactivité bronchique permanente, et ce qui va entraîner ces problèmes d'obstruction par la suite et de troubles de cheminement de l'air expiratoire essentiellement. La crise d'asthme, c'est une exacerbation de ces phénomènes. Ça veut dire qu'il y a une aggravation, une exagération des phénomènes inflammatoires et une exagération de l'hyperréactivité bronchique. Inflammation, ça veut dire qu'il y aura beaucoup d'œdème qui va rétrécir la lumière bronchique, et l'hyperréactivité bronchique, ça veut dire qu'il y aura une exagération des facteurs qui entraînent une bronchoconstriction et un bronchospasme.
Donc, c'est très important. Donc, la définition, elle est essentiellement physiopathologique. Et pour vous expliquer davantage le mécanisme physiopathologique qui entraîne la genèse de cette pathologie, donc sachez donc ce que vous voyez en haut, en haut à droite de l'écran. Donc voilà, trois branches. La première branche de gauche à droite, vous avez une branche de calibre normal. La deuxième branche, celle qui est au milieu, c'est une branche de malade asthmatique. Hein. Vous voyez que le calibre est rétréci et la paroi des branches, elle est épaissie. Donc ce qui est épaissi, c'est vrai, c'est les phénomènes, c'est l'inflammation chronique, c'est les phénomènes inflammatoires. Et la branche, la troisième coupe, enfin la troisième image sur l'extrême de votre droite, c'est une branche d'un patient, c'est une branche au cours d'une crise d'asthme. Et vous voyez que la lumière bronchique, elle est davantage rétrécie. Donc, voilà, donc pour vous dire que la maladie asthmatique, elle est due à des facteurs génétiques associés à des facteurs environnementaux. Les facteurs génétiques essentiellement pour l'asthme, parce que nous, on va parler bien sûr de l'asthme allergique. Hein. Donc, parce que l'allergie, c'est ce qu'on appelle l'atopie. Elle est due à l'atopie. Et l'atopie, c'est une prédisposition héréditaire à réagir par la sécrétion, à faire une réaction immunologique IgE-médiée face à un intrus, essentiellement un allergène. Donc, c'est une prédisposition héréditaire à répondre de façon d'une réponse immunitaire, immunologique, allergique. Je pense que j'ai un problème. Voilà. Donc, les facteurs génétiques et les facteurs environnementaux vont entraîner des réponses immunologiques, surtout atopiques, qui vont provoquer un bronchospasme sur un terrain d'hyperréactivité bronchique, parce que la personne qui est asthmatique, ce sont des enfants qui ont une paroi bronchique hypersensible, hein, et donc ce qu'on appelle l'hyperréactivité bronchique, et qui va entraîner une obstruction paroxystique des branches. Ensuite, ça, on va entraîner, donc ces réactions immunologiques vont être à l'origine de sécrétion, ce qu'on appelle des cytokines inflammatoires, des médiateurs chimiques qui vont entraîner une inflammation au niveau de la paroi bronchique. Et ces phénomènes inflammatoires peuvent être entretenus toutes les fois qu'on est en contact avec l'allergène responsable de l'hyperréactivité bronchique, de l'hypersensibilité bronchique qui va entraîner le déclenchement des mécanismes immunologiques. Et ces facteurs environnementaux sont essentiellement, dans le contexte de l'enfant, souvent c'est le tabagisme passif, les infections virales, surtout chez le petit nourrisson, et également la pollution, les acariens, la poussière, c'est les acariens, les poils par exemple, d'animaux, des pollens. Donc, plusieurs facteurs peuvent être à l'origine de cette hyperréactivité bronchique qui va entraîner ces phénomènes inflammatoires chroniques et des excès, parfois des obstructions bronchiques paroxystiques. Donc, l'inflammation qui est due, donc cette inflammation bronchique qui est due à l'interaction entre les cellules de la paroi bronchique et les cellules de la paroi. Il faut savoir qu'au niveau de la muqueuse bronchique, il y a des cellules résidentes qu'on appelle les cellules immunocompétentes. C'est des cellules qui sont là comme des soldats en train de guetter l'intrusion d'un allergène, que ce soit un allergène comme j'ai dit tout à l'heure, d'acariens, ou bien de pollen, ou bien de poils de chat. Donc, tout ça vont entraîner la stimulation du système immunitaire qui va dans le sens d'une réponse immuno-IgE médiée. Donc, c'est la réaction allergique. Donc, cette réaction IgE-médiée va recruter d'autres cellules immunocompétentes, notamment les polynucléaires eosinophiles, qui vont sécréter des médiateurs chimiques. Les médiateurs chimiques qui vont se déverser, ce qu'on appelle et libérer, c'est essentiellement l'histamine, les leucotriènes et les prostaglandines. L'histamine, leucotriène, prostaglandine qui sont réputées être bronchoconstructrices et qui vont entraîner avec une inflammation de la paroi bronchique et une bronchoconstruction. Donc, ceci va entraîner un œdème et une infiltration de la muqueuse bronchique et à la longue un épaississement de la paroi bronchique et une hypersécrétion de mucus.
Donc, ces phénomènes, bien sûr, ils sont au quotidien tant que l'enfant est en contact avec l'allergène, mais ils peuvent aggraver à chaque fois qu'il est exposé à une charge allergénique importante et lors des épisodes des infections virales. Et c'est ce qui va entraîner ce qu'on appelle les exacerbations ou les crises d'asthme. Donc, sur un fond chronique d'inflammation chronique, une hyperréactivité bronchique. Et bien sûr, ces phénomènes peuvent diminuer à l'éviction prolongée d'allergènes ou après quand un traitement bien conduit, c'est ce qu'on appelle pour l'éviction, le contrôle de l'environnement, et pour le traitement, c'est ce qu'on appelle le traitement de fond, et c'est un traitement anti-inflammatoire basé sur les corticoïdes. Ou bien, par exemple, il y a d'autres intervenants. Par exemple, il y a également un traitement physiopathologique, notamment aussi les anti-leucotriènes. Donc, l'inflammation, il n'est pas jugulé si l'enfant est toujours, il n'est pas pris en charge, si un asthme n'est pas pris en charge précocement, l'inflammation peut aboutir à un remodelage des voies aériennes. Le phénomène de remodelage, c'est un phénomène qui est dû à la succession de phénomènes d'inflammation, de cicatrisation qui vont entraîner une rigidité de la paroi bronchique, une perte de l'élasticité, avec une perte de l'élasticité de la paroi bronchique. Ce n'est pas encore, il y a peu d'études qui ont démontré ça chez l'enfant, mais chez l'adulte, ça a été démontré. On arrive à la phase de la clinique, donc pour parler les tableaux cliniques de l'asthme, il peut se présenter sous la forme d'une crise d'asthme, ce qu'on a dit une crise d'asthme inaugurale. Un enfant peut se présenter en consultation pour une crise d'asthme. Il faut bien sûr la reconnaître pour poser le diagnostic d'une détresse respiratoire ou d'une dyspnée sifflante dans le cadre d'une maladie asthmatique. Alors, donc la crise d'asthme dans ce cas, elle est souvent précédée de prodromes. Qu'est-ce que c'est que les prodromes? Ce sont des symptômes qui surviennent toujours de façon identique chez le même patient et qui sont annonciateurs de la survenue d'une dyspnée sifflante. Donc, ces prodromes, c'est souvent une petite toux sèche, un écoulement nasal, une conjonctivite. Et l'horaire de la crise est généralement variable, mais c'est souvent nocturne, dans la deuxième partie de la nuit, parfois après exposition à un allergène connu. Le début, bien sûr, de la crise est brutal. L'enfant, il se trouve assis, il est incapable de se mettre en décubitus dorsal. Il est angoissé, polypnéique. Et c'est une dyspnée expiratoire. Si vous prêtez l'oreille, vous allez voir que l'enfant, elle fait une dyspnée expiratoire. C'est-à-dire, il inspire, mais il n'arrive pas à expirer. Donc, il n'arrive pas. Ce que je viens de faire, c'est pas que je tousse. Donc, j'essaie un petit peu. C'est dommage qu'il n'y a pas, je sais pas comment manipuler et mettre la vidéo. Donc, vous imaginez l'enfant qui inspire. Donc, il n'arrive pas. Déjà, moi, vous voyez, vous entendez peut-être un petit sifflement. Donc, c'est parce que c'est une expiration qui est forcée pour faire sortir de l'air qui est piégé dans des branches qui sont rétrécies. Donc, c'est un enfant qui panique parce qu'il se trouve dans une situation inhabituelle. Et bien sûr, il va augmenter la fréquence respiratoire pour faire rentrer et sortir le maximum d'air oxygéné. Du coup, il va augmenter sa fréquence respiratoire et devient polypnéique. Donc, la dyspnée expiratoire sifflante avec une expiration forcée, prolongée. Et du coup, dans ce contexte d'enfants qui se trouvent piégés avec de l'air dans ces branches, qui n'arrivent pas à expirer parce que ces branches sont rétrécies, le thorax devient distendu et bien sûr, l'enfant, comme il est dyspnéique, il va se fatiguer, il va faire solliciter les muscles respiratoires accessoires pour respirer davantage. Plus la dyspnée est importante, plus on a sollicitation de muscles accessoires respiratoires. Et les premiers à se mettre en jeu, ce sont les muscles intercostaux. Donc, et vous allez avoir dans chaque crise d'asthme légère à modérée un tirage intercostal d'importance variable. Et bien sûr, si vous avez d'autres muscles accessoires qui peuvent se mettre en jeu, c'est que la crise est plus sévère. Et à l'auscultation, toujours à chaque fois que vous avez un enfant qui se présente aux urgences pour une détresse respiratoire, qu'il soit connu asthmatique ou pas, il faut faire une auscultation minutieuse. Pourquoi? Pour voir et pour écouter les râles sibilants bilatéraux. C'est des râles sibilants symétriques bilatéraux qui sont authentifiés, appropriés à la crise d'asthme
pour éliminer les diagnostics différentiels où on a par exemple un champ des sibilants asymétriques, hein, d'intensité asymétrique, ça fait évoquer autre chose, notamment un corps étranger. Alors, le débit expiratoire de pointe, donc c'est un petit gadget sur lequel l'enfant va souffler qui permet d'évaluer. Hein, on le fait souffler donc avec des manœuvres et les volontés dépendantes. Et c'est ça la limite de ce DEP parce qu'il n'est pas utilisable chez un enfant jeune. En tout cas, il permet d'évaluer la fonction respiratoire. Donc, quand on a une valeur qui est moins de 40% de sa valeur théorique par rapport à l'âge, au poids et au sexe, ça veut dire que c'est en faveur d'une crise d'asthme modérée à sévère. En tout cas, il ne faut pas s'acharner à le faire faire par l'enfant, surtout chez un enfant qui est très gêné, parce que vous risquez de graver sa détresse respiratoire. Alors, pour l'asthme du nourrisson, il se définit comme la récidive d'au moins 3 épisodes dyspnéiques avec des sibilants, quel que soit le facteur déclenchant ou l'existence ou non d'un terrain atopique. Ça veut dire qu'à chaque fois que vous avez des siffleurs précoces, c'est-à-dire des dyspnées sifflants chez des petits nourrissons, donc on sait que les nourrissons, ils sont souvent le sujet d'infections virales à répétition, et ça peut être des infections virales sifflantes sans que ce soit sur un terrain d'atopie, mais comme on a peur de le louper et de passer à côté d'un asthme authentique, on a généralisé cette définition pour avoir le maximum d'enfants asthmatiques. Bien sûr, par la suite, il y aura des nourrissons qui vont grandir et quand, après trois dyspnées sifflantes, il n'y a pas de terrain d'atopie, c'est juste des infections virales, il va se révéler par la suite et c'est l'histoire clinique qui va nous dire que l'enfant n'est pas asthmatique, surtout avec la prise en charge, avec l'enquête étiologique. En tout cas, dans la petite enfance, nourrissant jusqu'à 30 mois, quand il fait plus de 3 épisodes, il faut le prendre comme un asthme du nourrisson et le traiter comme tel. Donc, l'asthme du nourrisson, il est fréquent. Il se vient toujours au décours d'une bronchiolite virale, aiguë virale. Donc, il peut être persistant. Hein, l'enfant continue à faire des wheezing alors qu'il n'a pas de détresse respiratoire, ce qu'on appelle le happy baby wheezing. Donc, il peut également peut persister également une toux et une gêne respiratoire lors de cette bronchoalvéolite virale. Et dans ce cas, il faut le traiter, surtout s'il s'agit de 3e épisode, comme une crise d'asthme. Donc, les manifestations cliniques dans ce cas sont épisodiques avec fréquence d'intervalles libres asymptomatiques. Hein. Quand on est sur la voie d'un asthme authentique, c'est quand on a des épisodes intervalles libres asymptomatiques. Mais quand on a des dyspnées sur une symptomatologie chronique permanente, il faut penser à autre chose. Et là, survient, c'est-à-dire il faut penser aux autres diagnostics différentiels qui sont souvent révélés à cet âge, notamment la mycoviscidose, quoique il n'est plus rare, aussi rare qu'on le pense, un corps étranger chez un nourrisson, c'est possible. Donc, il faut toujours poser la question, est-ce que c'est vraiment un asthme ou bien un autre diagnostic différentiel et insister sur la présence et la présence d'intervalles libres entre les dyspnées sifflantes, entre les épisodes. Alors là, ça peut prendre un autre visage, un autre aspect, c'est ce qu'on appelle les équivalents d'asthme. C'est des enfants qui font des tableaux de trachéite spasmodique, c'est des toux spasmodiques avec grossité, avec changement de voix, ou bien des bronchites asthmatiformes. Donc, il fait des bronchites à répétition, donc avec sibilant. Donc, et généralement, c'est une toux sèche par crise, souvent nocturne, hein, peut également être un équivalent d'asthme sans qu'il fasse des dyspnées sifflantes. C'est toujours une histoire de toux sèche. Réveillons le malade, réveillons la famille. Donc, et parfois, c'est une symptomatologie respiratoire faite de toux ou des gènes respiratoires déclenchés uniquement par les efforts, ou bien lors des rires, des pleurs, ou bien lors des infections virales, fébriles, surtout chez le nourrisson. C'est ce qu'on appelle les équivalents d'asthme. Mais il faut creuser dans ce sens, dans le sens de l'existence d'une atopie familiale ou personnelle et l'existence d'autres facteurs déclenchants et démarrer une enquête étiologique. Alors, parfois, on a plusieurs mois avant l'apparition d'un asthme typique, l'enfant va présenter uniquement l'un de ces symptômes, ce qu'on appelle les équivalents d'asthme. Il y a également une autre entité de maladie asthmatique, ce qu'on appelle l'asthme induit par l'exercice ou asthme de l'effort. Il est présent chez 80% des patients, des enfants asthmatiques. C'est des crises ou tout pendant 5 à 10 minutes après l'effort.
Il y a également l'asthme au froid et l'asthme au rire également qui peuvent déclencher une crise d'asthme. Ils peuvent être un handicap respiratoire à l'effort et peut être à l'origine d'une interdiction injustifiée du sport alors que le sport est vivement recommandé chez un enfant asthmatique à condition bien sûr qu'il soit authentifié comme tel et pris en charge comme tel. Alors survient après qu'on ait un tableau clinique, quel que soit son visage, on entame une enquête étiologique, l'enquête clinique et les examens complémentaires, en tout cas l'enquête clinique, il part toujours d'un interrogatoire policier. Il faut donc s'interroger sur les circonstances des crises, le mode de vie, s'il existe des antécédents d'atopie familiaux, surtout la famille proche, les parents et les frères et la fratrie, association d'autres manifestations d'atopie, notamment un eczéma cutané, une urticaire, une rhinite allergique, une conjonctivite allergique, une allergie alimentaire. Et comme j'ai dit tout à l'heure, toujours chercher si l'existence d'un intervalle libre asymptomatique ou non. Donc, pourquoi? Pour faire le diagnostic différentiel. L'environnement domestique également, donc il faut chercher dans ce sens si le domicile est aéré, s'il est ensoleillé ou non, si présence des plantes, si présence d'animaux domestiques, si un des parents est tabagique. Également, il faut chercher les facteurs déclenchants, notamment les allergènes, que vous savez, les allergènes les plus responsables d'une allergie respiratoire, ce sont les acariens, le pollen, les blattes. Il y a certains animaux qui sont déclencheurs de symptômes d'asthme, les fanères d'animaux domestiques. Et bien sûr, il faut chercher les irritants, le tabagisme passif, les parfums, les insecticides, ils sont souvent, les peintures de murs, ils sont souvent à l'origine de déclenchement des symptômes d'asthme. Donc, l'examen clinique chez un enfant, toujours au début, quand on reçoit l'enfant pour la première fois, il faut apprécier la croissance staturopondérale. Pourquoi? Pour voir s'il y a un retentissement, sachant que chez l'enfant asthmatique, l'asthme ne présente pas, enfin, ne provoque pas d'un retentissement staturopondéral. Si vous avez une symptomatologie respiratoire chronique, même sifflante, avec un retentissement staturopondéral, il faut rechercher un autre diagnostic différentiel, donc comme une dilatation des bronches ou une mucoviscidose. Donc, il faut également rechercher une déformation thoracique. Vous pouvez surtout chez le nourrisson, parce que chez le nourrisson, ça peut être évocateur d'une cardiopathie sous-jacente, ou bien chez un enfant qui présente une symptomatologie chronique, il peut se présenter avec une déformation thoracique, surtout si l'asthme est ancien et mal pris en charge. Hypocardisme digital, c'est des retentissements d'hypoxie, donc hypoxie chronique sur une symptomatologie chronique hypoxémiante. Également, donc ça, c'est ce qui était pour l'examen clinique. Pour les examens complémentaires, la radiographie du thorax, qui fait partie en fait de l'examen clinique. Une radiographie thoracique doit être de bonne qualité. Il faut toujours exiger une radiographie de bonne qualité. En inspiration, en expiration est indispensable tant que l'âge de l'enfant le permet pour éliminer ce fameux syndrome de devant un syndrome de pénétration qui est méconnu, éliminer un corps étranger. Il faut chercher s'il y a des troubles de ventilation persistants. Donc, dans ce cas, il faut suspecter un obstacle dans les voies aériennes, notamment de corps étrangers. Et ceci est visualisé à la radiographie quand on fait une inspiration forcée suivie d'une expiration forcée. C'est sur le cliché d'expiration forcée, vous allez voir qu'il y aura un piégeage d'air et une persistance d'une image d'emphysème. Et bien sûr, là, de façon générale, la radiothorax permet d'éliminer des diagnostics différentiels, notamment donc, chez le nourrisson, surtout un élargissement médiastinal qui peut être en rapport avec des adénopathies compressives, qui peut être dans le cadre d'une tuberculose du nourrisson, et peut être également en rapport avec une maladie de Hodgkin. Donc, même un enfant asthmatique authentique, il faut regarder s'il n'y a pas d'élargissement médiastinal. Souvent, on a des surprises et par expérience, je vous dis que il faut faire attention. Et bien sûr, il faut voir s'il n'y a pas une dilatation des bronches. Donc, vous pouvez tomber sur plusieurs surprises qui peuvent soit infirmer ou confirmer un asthme dans sa forme compliquée. Après la radiographie de thorax, il doit être au moins, l'enfant doit avoir au moins une radio avant de prendre en charge cet enfant. Donc, on passe aux explorations paracliniques.
Donc, essentiellement, ce sont les tests cutanés allergologiques, ce qu'on appelle les prick tests. C'est pour étudier, pour apprécier la réaction immédiate d'hypersensibilité immédiate type 1. On reproduit, on va voir tout à l'heure en détail. Donc, généralement, donc, on utilise des allergènes allergènes, donc aux aéroallergènes, et parfois, autrefois allergènes, ce sont les allergènes alimentaires, souvent des aliments natifs, et ce qu'on a, comme j'ai dit, en prick test, qui vont donner une réponse immédiate au niveau de la peau. Donc, ils sont très bien corrélés. Généralement, on doit être corrélé avec l'histoire clinique et aux tests de provocation bronchique, parce que sinon, si on a juste une sensibilisation sans histoire clinique derrière, elle reste comme un diagnostic de sensibilisation. Ils n'ont pas d'allergie à cet allergène testé. Donc, pour l'exploration biologique, également, ils permettent de détecter. On a dit que l'asthme allergique, il est IgE-médié. Donc, on va rechercher ces IgE, à titrer ces IgE spécifiques circulants. Bien sûr, si vous avez des doutes sur les acariens, on peut, les IgE anti-acariens, anti-DPDF. Si vous avez, par exemple, dans le cadre d'une bronchiolite au décours d'une histoire d'allergie aux protéines de lait de vache, par exemple, peuvent chercher les IgE spécifiques anti-protéines de lait de vache, anti-caséine, anti-bêta-lactamine. Donc, il existe des tests de dépistage multi-allergénique. C'est des tests qui regroupent tous les allergènes les plus responsables, qui sont les plus fréquemment responsables d'allergies respiratoires chez l'enfant, les acariens, les blattes, les pollens, les poils d'animaux. Donc, ils sont groupés et on peut avoir un test positif global. Et par la suite, si il est positif, ça peut orienter vers des tests spécifiques et qui peuvent par la suite orienter, selon l'histoire clinique, orienter vers la pratique des tests cutanés, des prick tests. Alors, le bilan allergologique, donc, comme on a dit, donc, il a pour but de préciser le rôle de l'atopie dans les symptômes de l'asthme. Quand on dit atopie, ça veut dire que c'est IgE-médié. Donc, les prick IgE-médiés, ça veut dire relève d'une hypersensibilité de type 1, hypersensibilité immédiate, d'où l'intérêt des prick tests, comme j'ai dit tout à l'heure, et les IgE spécifiques. Donc, voilà, donc je vous ai dit tout à l'heure par les prick tests. Donc, ça consiste en l'apport, voilà, des flacons qui contiennent les allergènes déjà standardisés qui sont sur le marché. Et donc, on pose sous forme de gouttes au niveau de l'avant-bras du petit et on pique à travers par une lancette et on attend 20 minutes. Et s'il y a donc, et on interprète selon les résultats, le diamètre de la papule rouge qui apparaît au bout de 20 minutes. Donc, voilà des résultats positifs donc, à l'allergène testé. Donc, ce qui était des acariens. Alors, on passe au diagnostic positif. Donc, le diagnostic positif de l'asthme, il repose sur les résultats de l'enquête étiologique. Et rappelez-vous que l'enquête étiologique, pour rappel, c'est une enquête qui est clinique et paraclinique. D'accord? Clinique essentiellement interrogatoire, et je le répète, interrogatoire policier sur l'atopie familiale personnelle. L'existence d'intervalles libres intercritiques est indispensable pour faire le diagnostic positif de l'asthme. Et bien sûr, surtout, absence des autres signes évoquant d'autres causes de sifflement thoracique. Après, ça veut dire que vous avez éliminé par l'interrogatoire la suspicion vers d'autres diagnostics différentiels. Donc, les examens cliniques aussi et les examens paracliniques, la radiothorax, les prick tests et les IgE spécifiques et éventuellement l'exploration fonctionnelle respiratoire, surtout chez l'enfant plus grand, plus de 7 ans, coopérant, parce qu'au Maroc, il y a chez les nourrissons, ça existe la diaquète, mais ça n'existe pas au Maroc. Donc, pour les diagnostics différentiels de l'asthme, donc tout ce qui siffle n'est pas asthme est toujours d'actualité. Donc, c'est pour cela toujours penser que derrière un sifflement chez un enfant, surtout si on voit l'enfant pour la première fois, donc pensez que ça peut être un corps étranger atrabranché, qu'il y a une sémiologie, donc la symétrie, donc les races sibilants sont généralement asymétriques. Donc, parfois, ils sont juste unilatéraux. Des séquelles de virose peuvent être à l'origine des sifflements, compression médiastinale, rétrécissement trachéalo-bronchique par la tuberculose pulmonaire, lymphome, arc aortique anormal, mucoviscidose, dilatation des bronches, reflux gastro-œsophagien qui peut soit être à l'origine des sifflements ou bien aggraver et participer au non-contrôle de
l'asthme de l'enfant. Une fistule œsotrachéale, surtout, c'est donc toujours voir si l'enfant a été opéré à la naissance pour une atrésie de l'œsophage, même opéré, il peut persister des fistules qui sont passées méconnues. Parfois, c'est une histoire de fistule œsotrachéale sans qu'il y ait des antécédents d'intervention chirurgicale pour atrésie de l'œsophage à la période néonatale. Une dyskinésie ciliaire primitive, donc cette dyskinésie ciliaire primitive, donc c'est quoi? Donc c'est une anomalie extrastructurale du cil bronchique qui sont à l'origine d'un problème de stagnation de mucus et surinfection du mucus au niveau de la paroi bronchique, entraînant une destruction des parois bronchiques qui aboutissent à une dilatation des bronches et entraîner des sibilants. Donc, mais il n'y a pas, les cils n'existent pas uniquement au niveau des bronches, il existe au niveau des sinus nasales, il existe au niveau au niveau des sinus, au niveau de la muqueuse nasale, la muqueuse des voies aériennes respiratoires, il commence des narines, au niveau des narines, et se termine au niveau des branches. Donc, ce sont des patients qui présentent souvent une histoire de polypose nasale, de sinusite chronique. Donc, c'est une histoire qui évoque en plus un déficit immunitaire et déficit immunitaire primitif également. C'est une cause de sibilants devant des infections respiratoires à répétition avec des sibilants. Alors, on arrive au volet thérapeutique. Donc, l'asthme, c'est une maladie inflammatoire chronique sur laquelle, cette histoire sur laquelle se greffent des accès d'exacerbation sur un fond d'hyperréactivité bronchique je rappelle la définition parce que la thérapeutique fait appel à la physiopathe. Donc, parce que le principe et le principe du traitement, il est primordial, c'est d'éviter les remaniements bronchiques. Et le but, c'est la normalisation de l'examen clinique et l'amélioration de la qualité de vie de l'enfant. Donc, on exige l'absence de symptômes diurnes et nocturnes, et le maintien de la qualité du sommeil, le maintien de l'activité normale selon l'âge et la normalisation de la croissance pondérale. En fait, rendre l'enfant tout à fait normal. Et c'est possible, donc la prévention également des exacerbations et la diminution d'utilisation des corticoïdes inhalés. Donc, voici les objectifs de la prise en charge thérapeutique de l'enfant. Donc, pour ce, on a deux volets. Donc, le traitement de la crise et le traitement de fond. Donc, le traitement de fond qui est basé sur la sévérité de la maladie et le comprend, bien sûr, le contrôle de l'environnement. Donc, c'est essentiel de veiller à l'éviction des allergènes et surtout des irritants, essentiellement le tabac. Un traitement médicamenteux, une immunothérapie spécifique qui est réservée à des indications bien précises et l'éducation thérapeutique. Donc, le traitement de la crise de l'asthme, il a pour but de prévenir le risque d'asthme mortel. Donc, de restaurer l'état clinique fonctionnel en levant l'obstruction et prévenir la rechute précoce en traitant l'inflammation. Donc, le traitement dans ce cas va dépendre de l'âge et de l'intensité de la crise, de l'asthme. Les médicaments qui sont essentiellement utilisés, ce sont les bronchodilatateurs pour lever l'obstacle, la bronchoconstriction, et les corticoïdes pour lever et diminuer ou lever l'inflammation provoquée par les cytokines pro-inflammatoires libérées par les cellules immunocompétentes, comme je vous rappelle, qui sont essentiellement les éosinophiles. Donc, toute crise qui ne cède pas après administration de 2 bouffées de bronchodilatateurs, répétées après 10 à 15 minutes, est considérée comme une crise modérée ou sévère et de ce cas nécessite une corticothérapie par voie générale et à augmenter les doses de bronchodilatateurs. Donc, les moyens thérapeutiques de la crise d'asthme, c'est l'oxygénothérapie, l'hydratation, les bêta-2 mimétiques adrénergiques de première intention. C'est le médicament de traitement de la crise d'asthme. Il n'en existe pas d'autres. Les bronchodilatateurs, c'est le premier, il n'existe pas d'autres, mais c'est celui qui est utilisé en première attention. Donc, il est efficace à tout âge. On peut donner même chez le tout petit nourrisson à partir de 2 mois. Donc, il est administré par voie
inhalé, actif pour lever l'obstacle. Il est très actif pour lever l'obstacle bronchique. Il est vraiment très efficace. Donc, voilà une présentation de cette slide pour vous montrer les différentes présentations et les posologies à donner en fonction de la présentation, donc et en fonction du poids. Donc, les corticoïdes, ils sont indiqués dans la crise d'asthme modérée à sévère, non améliorée sous bronchodilatateur, donc à courte durée d'action. Donc, les corticoïdes, ils sont efficaces, que ce soit par voie parentérale ou par voie orale. Il n'y a pas de supériorité d'une forme à l'autre. Ils agissent tous les deux au bout de 2 heures, 1 heure et demie à 2 heures. Tant que l'enfant euh, tant que l'enfant est capable d'utiliser la voie orale, c'est-à-dire il n'a pas de vomissement, on peut lui donner par voie orale. Il ne faut pas s'acharner à prendre une voie veineuse chez un enfant qui peut prendre la voie orale. Donc, il existe en comprimé en 5 mg et 20 mg de prednisone. On utilise 1 à 2 mg par kilo par jour en une seule prise. Il existe également en gouttes sous forme de bêta-méthasone, 10 gouttes par kilo par jour. L'action anti-inflammatoire permet de prévenir les récidives. Donc, il faut savoir que pour traiter la crise d'asthme, d'abord, il faut évaluer la sévérité de la crise d'asthme. Donc, sur cette slide, vous avez, même sur votre support de 4e année de cours, vous avez ce tableau qui reprend tous les items à évaluer pour statuer de la sévérité de la crise d'asthme. On ne va pas en parler de tout, donc on va prendre par exemple pour la crise légère, c'est un enfant qui va bien, qui marche, qui dit des phrases complètes, qui est rose, qui a de discrets, donc il y a des sibilants qui sont expiratoires et discrets, avec une très bonne saturation à l'air ambiant, au-delà de 95%. Par exemple, pour la crise sévère, parce que chez nous, c'est pas le problème, c'est ne pas de repérer les crises d'asthme légères, ça c'est très facile, mais également d'évaluer la sévérité. Et la présence d'un seul critère de sévérité bascule le statut de la crise d'asthme en crise d'asthme sévère. Par exemple, si vous avez la saturation entre 91 et 95, donc pour nous, c'est un enfant qui présente une crise d'asthme modérée potentiellement sévère. Et si vous avez une cyanose avec agitation, avec une fréquence respiratoire très augmentée, ou bien il désature à heure ambiant à moins de 90%, un seul critère bascule vers une crise d'asthme sévère. Alors, pour le traitement de la crise d'asthme légère, donc qui est statué sur la présence d'un état dans l'enfant qui présente ces critères. Dans ce cas, donc, on utilise uniquement les bronchodilatateurs inhalés, soit dans une chambre d'inhalation si l'enfant est grand. Si l'enfant est un nourrisson, parfois, on peut lui donner, en principe, dans la crise d'asthme légère, on s'en tient à la chambre d'inhalation. Donc, on utilise 2 bouffées à répéter éventuellement 15 minutes plus tard. Si on a, donc, on évalue. Donc, si l'enfant, les symptomatologies s'améliorent, donc sur le plan clinique, éventuellement DEP si on l'a sous la main, si l'enfant sait l'utiliser surtout. Donc, c'est un épisode léger. S'il n'est pas amélioré, ça veut dire que l'enfant est en train, c'est une maladie dynamique, n'oubliez pas, et que l'enfant est en train d'évoluer vers une crise modérée à sévère. C'est tout. Souvent, il faut toujours surveiller l'enfant. Alors, pour la crise modérée, bien sûr, elle est classée comme telle sur la présence de ces items. Et donc, c'est un enfant donc, au stade inflammatoire. Ça veut dire on a essayé de lever l'obstacle par les bronchodilatateurs. Et ça n'a pas marché. Pourquoi? Parce que le bronchospasme, certes, il est levé, mais pas parfaitement, puisqu'il y a l'inflammation sous-jacente. Il n'y a que les corticoïdes, dans ce cas, qui doivent lever cette inflammation. Donc, dans ce cas, nécessité de donner les corticoïdes à 2 mg par kilo sans dépasser 60 mg, associé au bêta-2 mimétique en inhalation. On donne 10 bouffées 10 bouffées sans dépasser. Donc, 10 bouffées, quand on dit 10 bouffées, généralement, on prend le poids de l'enfant divisé par 2. Si la 16, on donne 8. C'est la 20, on donne 10. C'est la 12, on donne 6. Mais il ne faut pas dépasser, en tout cas, il ne faut pas dépasser 10. Maximum 10 bouffées. Donc, toutes les 20 minutes. Donc, et si l'enfant est petit, c'est un nourrisson, donc il faut utiliser un nébuliseur en propulsant
l'oxygène parce que c'est un enfant qui va pas être, il va pas suivre pour faire des inspirations, des expirations, respirer correctement dans la chambre d'inhalation. C'est très difficile, c'est un peu compliqué pour le nourrisson. Alors, s'il y a une amélioration clinique, donc après 4 nébulisations, ça veut dire que l'enfant peut retourner au domicile et instaurer un traitement de consolidation. Si après, donc pendant toutes les 20 minutes et après, en répétant 4 fois les opérations, hein, et l'enfant s'aggrave, dans ce cas, il n'y a pas d'amélioration. Ça veut dire que l'enfant est en train de présenter une crise d'asthme sévère et dans ce cas, il faut rapidement l'acheminer vers une unité de soins intensifs pour complément de prise en charge. Donc, pour l'enfant qui se présente d'emblée avec des symptômes contenant au moins un des signes cliniques sur le tableau, donc il faut considérer comme une crise d'asthme sévère. Comme je le répète, un seul signe de gravité suffit pour placer la crise en crise sévère. Donc, il nécessite une hospitalisation en urgence et une prise en charge, tout en prenant en charge organisée le transfert vers une unité de soins intensifs. Donc, pour le traitement de fond, pour le but de traitement de fond, c'est la normalisation de l'examen clinique. Je le répète, l'absence de symptômes intercritiques, que ce soit diurne ou nocturne, la prévention des exacerbations et la diminution de la prise de corticostéroïdes oraux, une bonne qualité de sommeil, le maintien d'une activité physique normale pour l'âge. Donc, le traitement de fond va comprendre 4 volets. L'éviction des allergènes et des irritants. L'immunothérapie spécifique est indiquée pour pour des malades bien précis. Hein. Donc, l'éducation thérapeutique du patient et sa famille, elle est fondamentale pour tous les enfants asthmatiques et elle se fait tout le temps en long cours. Les médicaments qui sont et le traitement et l'apport médicamenteux qui sont indiqués en fonction de la sévérité de la maladie. Donc, les 4 volets de traitement de fond, ils sont indissociables. Le contrôle de l'environnement, l'immunothérapie, l'éducation thérapeutique et les médicaments. Donc, dans tous les stades de la maladie, en tout cas, le contrôle de l'environnement, l'éducation du patient et de la famille sont de mise. Donc, que ce soit le stade 1, on va voir ça en détail. Le stade 1, donc, c'est surtout les bêta-2 adrénergiques qui sont donnés à la demande. Au stade 2, c'est les corticoïdes inhalés à dose modérée. Au stade 3, c'est les corticoïdes inhalés à forte dose. Voilà un petit peu le programme général, enfin l'attitude générale pour la prise en charge thérapeutique en traitement de fond selon le stade de la maladie. Et les bêta-2 mimétiques de longue durée d'action, les antileucotriennes, ils sont utilisés en cas d'asthme incontrôlable. En tout cas, les bêta-2 mimétiques de longue action chez l'enfant, on ne le donne jamais en utilisation seule. Ça se fait chez l'adulte, mais pas chez l'enfant. Ils sont donnés déjà dans les corticoïdes inhalés en association, déjà sous forme de présentation commercialisée, mise sur le marché. Ils sont donnés à partir de 4 ans. Alors, le traitement de fond, il a une durée d'au moins 3 mois, hein, minimum 3 mois. Et il est nécessaire pour une durée de plusieurs mois, voire plusieurs années. Hein, il peut s'avérer nécessaire dans certains cas. Donc, le contrôle par les fers est nécessaire au moins une fois par an, minimum quand c'est possible chez l'enfant grand. Et donc, pour le contrôle de l'asthme, c'est le but de la mise de traitement, c'est le but du traitement de fond, c'est d'obtenir le contrôle. Vous savez qu'on ne guérit pas d'asthme, on ne dit pas l'enfant est guéri d'asthme, on dit que on a contrôlé son asthme. Ce contrôle, il traduit quoi? Il traduit la maîtrise de la maladie, c'est-à-dire qu'on a pu maîtriser les phénomènes qui ont abouti à la genèse de la maladie. Et ce contrôle reflète le caractère dynamique de l'affection sur plusieurs semaines, hein, que ce soit donc également soit sur la sévérité de la maladie. Mais on décrit 3 niveaux de contrôle. Après qu'on s'est interrogé sur la dynamique de la maladie sur plusieurs semaines, quelle que soit la sévérité de la maladie, par la suite, on va conclure. On va faire une conclusion. On va se dire que soit ce malade il a un asthme contrôlé, ou bien partiellement contrôlé, ou bien non contrôlé. Donc, la sévérité, elle est évaluée, bien sûr, initialement, et le contrôle, il est évalué ultérieurement sur plusieurs semaines. Donc, le contrôle total, il est défini comment?
on dit que cet enfant, l'asthme de cet enfant est bien, il est contrôlé de façon totale, ou bien on a obtenu un contrôle total devant l'absence de symptômes diurnes, l'absence de symptômes nocturnes, l'absence de symptômes à l'effort, l'absence de prise de bêta-2 mimétique et une fonction respiratoire normale quand c'est possible. Un asthme contrôlé mais non contrôlable, il faut toujours revoir l'observance, utiliser vérifier l'utilisation du dispositif d'inhalation, c'est les bien utiliser. C'est ce qu'on fait tout le temps lors de nos consultations d'allergologie. Il faut également voir si le traitement est insuffisant ou mal pris. Hein. Parfois, on dit aux parents de prendre deux bouffées d'un inhalateur, d'un contrôleur de médicaments. Ils prennent une seule bouffée parce que la maman se dit que c'est beaucoup pour l'enfant, deux bouffées. Ou bien ils inversent. Hein. Parfois, il y a des erreurs de prise de traitement. Au lieu de prendre comme traitement de fond le corticoïde inhalé, il prend les bêta-2-mimétiques inhalés. Et ça arrive pas souvent, mais il faut quand même vérifier. Également, il faut revoir les facteurs annexes qui peuvent être sous-jacents, responsables du non-contrôle de l'asthme, notamment un RGO, surtout chez les nourrissons, s'il y a une allergie alimentaire. Il faut également donc voir qu'on peut être devant une éventualité d'asthme difficile à traiter et quand on a, c'est-à-dire qu'on trouve que l'enfant elle remplit toutes les conditions pour que ce soit un asthme qui est contrôlé. Hein, et il n'y a pas d'erreur technique, l'observance est parfaite, le traitement est optimal et maximum. Donc, là, on conclut que c'est un asthme en fait qui est difficile à traiter. Il faut l'orienter vers une consultation spécialisée de pneumo-allergopédiatre. Donc, dans cette histoire de contrôle, il y aura toujours 3 étapes qui vont se succéder selon un cycle continu. Donc, voilà, il faut évaluer. Donc, à chaque fois, à chaque consultation, on évalue le contrôle de la maladie asthmatique sur les items, l'absence des symptômes diurnes et nocturnes, l'absence de symptômes à l'effort, l'absence d'utilisation de bêta-2 mimétique, qualité de sommeil impeccable. Donc, à chaque fois, on évalue s'ils sont présents. Donc, donc, on va traiter sur la base du niveau de contrôle de la maladie asthmatique. Et on traite pour obtenir un meilleur contrôle. D'accord? Et puis, on va surveiller pour maintenir le contrôle c'est-à-dire qu'on envisage. Donc, le contrôle de l'asthme total de l'asthme, il est défini par l'absence des symptômes diurnes et nocturnes, y compris à l'effort, et l'absence de prise de bêta-2 mimétique avec une fonction respiratoire normale. Et je me répéterai pas assez. Donc, voilà une slide qui va vous expliquer davantage les items et comment faire un interrogatoire par rapport au contrôle de l'asthme. Alors, pour les recommandations, on arrive à la fin du cours. Donc, pour les recommandations générales, donc après une amélioration clinique, hein, et pendant au moins 1 heure d'une valeur de débit expiratoire de pointe au-delà de 75 de la valeur théorique, on peut envisager la sortie de l'enfant quand il est hospitalisé et quand l'enfant est hospitalisé, donc quand il sort, il doit toujours sortir avec un traitement de consolidation. Hein. Je parle là pour les recommandations générales par rapport à la crise d'asthme. Quand l'enfant est hospitalisé pour une crise d'asthme, donc toujours la sortie de l'hôpital l'enfant doit être menu d'un traitement, d'une ordonnance de traitement de consolidation qui va comporter des bronchodilatateurs et une corticothérapie orale de courte durée, 3 à 5 jours, et qu'on peut arrêter brutalement, sans régime, sans sel, ou bien sans chlorure de potassium, sans potassium. Bien sûr, ça suppose que l'enfant, on a bien sûr appris qu'on leur ait expliqué comment utiliser la chambre d'inhalation ou les bouffées chez l'enfant plus grand. Donc, toute crise impose la réévaluation de la maladie asthmatique de l'enfant. S'il ne s'agit pas d'une crise inaugurale, et s'il s'agit d'une crise qui s'est greffée sur une histoire de maladie asthmatique, c'est un asthme connu. À chaque fois qu'il y a une crise, il faut réévaluer la maladie asthmatique pour voir est-ce qu'il est au stade 1 ou il est au
stade 2 ou bien au stade 3, donc c'est très important pour l'évaluer. Les bêta-2-mimétiques seront administrés par voie inhalée à l'aide d'une chambre d'inhalation. La théophiline, il est indispensable, chez l'enfant que de les crises très sévères. On ne l'utilise pas souvent, presque jamais. Alors, en conclusion, donc, évaluer le contrôle, le risque futur des comorbidités est très important. Donc, toujours avoir un plan d'action écrit pour l'enfant. Le suivi est essentiellement un suivi régulier et important pour évaluer la réponse, les effets secondaires, rechercher le traitement minimal efficace chez l'enfant. Les traitements par monoprise envisageables, surtout chez le grand enfant. Fluticasone et bédésinone, il faut toujours évaluer la technique d'évaluation à chaque consultation, évaluer l'observance, lutter anti-tabac, la pollution et la pollution dans l'environnement.